L'hôtel de ville de Dakar, d'hier à aujourd'hui. D'après l'ouvrage, l'hôtel de ville de Dakar, cœur emblématique du pouvoir municipal, de Xavier Rico. Lorsque le 25 mai 1857, le commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique, Auguste Léopold Protet, ficha le pavillon français dans le sol sablonneux du lieu dit la Pointe Dakar, prenant ainsi officiellement possession, au nord de la France, de ce coin de terre, la presqu'île était loin d'être inoccupée. Une douzaine de micro-villages lébous, sorte de grosses concessions, y étaient déjà implantés, espacés les uns des autres de quelques centaines de mètres. Ils se nommaient Kedem, Mbot, Mbor, Tan ou Hok et étaient chacun dirigés par une famille. 60 ans plus tôt, sous l'impulsion de Dialdiop, ces Lébous avaient formé une collectivité, sorte de république sans président, mais avec des ministres et un imam, qui avait le titre de Grand Serigne. Ils vivaient de pêche et d'agriculture et à l'occasion, au nom du droit d'épave, pillaient des navires européens qui s'échouaient régulièrement sur la côte. Leur territoire était protégé par une série de murs tata en pierre sèche et chargés de vertus mystiques, destinés à les protéger contre les incursions organisées par les redoutables Tiédo à la solde des damels du Cayor. L'institution municipale. En 1872 furent créées les premières communes de plein exercice, qui n'étaient encore que deux, Saint-Louis et Gorée. Mais, signe annonciateur de la suite, à peine 3 ans plus tard, en 1875, Dakar devint centre d'arrondissement à la place de Gorée. En 1880, Rufisque devint à son tour une commune de plein exercice. 7 ans plus tard, le 17 juin 1887, Dakar acquit enfin ce même statut. Ces 4 communes devenaient, de facto, des territoires français et ceux qui y naissaient jouissaient d'office de la citoyenneté française. Le reste du Sénégal étant placé sous une forme de protectorat. Ces résidents n'y bénéficiaient que la qualité de sujets français. En simplifiant, on pourrait dire que les premiers avaient des droits et les seconds des devoirs. On peut supposer qu'en instaurant ce curieux régime d'exception, l'autorité coloniale était soucieuse de ne pas étendre trop largement le droit de vote aux populations noires qu'elle entendait maintenir dans leurs conditions d'indigènes. C'est finalement Lamine Gueye qui, en faisant voter la loi d'abolition de l'indigénat en 1946, permit aux sujets du Sénégal, ainsi qu'à ceux de toutes les autres colonies, d'acquérir la qualité de citoyens français tout en leur permettant de conserver leur statut personnel, notamment religieux. Les maires de Dakar. Dès le XVIIIe siècle, à Saint-Louis et à Gorée, des maires noirs ou mulâtres étaient nommés et appointés par le gouverneur. Ils étaient chargés de la police et se prononçaient sur les délits en première instance. Ils étaient autorisés à prononcer des peines de prison et même faire appliquer le fouet pour des délits légers sous réserve d'en rendre compte sur le champ. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que les maires furent élus. Voici les maires de Dakar avant l'indépendance. Les élus qui se succédèrent au fauteuil de maire avant l'indépendance ne laissèrent pas tous, dans les mémoires, une trace indélébile. De certains d'entre eux, on ne retient que le nom et quelques bribes d'informations biographiques. Jean Alexandre, il est né le 8 novembre 1849 à Maron, dans le sud-ouest de la France. Il était négociant et commerçant à Dakar. Il avait fait 6 ans de service militaire et avait été blessé de guerre, puis avait effectué 17 ans de service au Sénégal. En qualité d'adjoint au maire, il fut le premier maire de la ville élu par le conseil municipal le 9 décembre 1887. Antoine Nicolas Adolphe dit Charles de Marguerite de Montfort. Il est né le 28 août 1842 à Paris. Il passa son enfance au Sénégal où son père exerçait la charge de conseiller à la cour impériale du Sénégal, où ce dernier mourut d'ailleurs en 1863.
il devint maire de Gorée de 1884 à 1990 avant d'être élu maire de Dakar en 1892. Jean-Léon Fernand Marsat. Il est né le 5 novembre 1958 à Angoulême. Il fut conseiller général, puis conseiller municipal avant de devenir maire de Dakar de 1898 à 1903. Edmond Teisser. Il est né le 10 novembre 1872 à Bordeaux. Il était le fils d'Émile Buhan et d'Albert Teisser, fondateur des établissements Buhan et Teisser. Devenu patron de la firme au Sénégal, il devient conseiller général à partir de 1902, conseiller municipal en 1903 et maire de Dakar de 1904 à 1905. Émile Germain Masson. Il est né le 18 avril 1869 à Labotte-Beuvron, Loire-et-Cher, d'un père entrepreneur des travaux publics. Il arriva au Sénégal en 1889 pour y effectuer son service militaire, à la suite de quoi il devient employé de commerce de la maison Morel Frères l'année suivante, puis agent de cette même maison à Dakar à partir de 1890. Il décida alors de s'engager en politique. Il devint premier adjoint du maire Fernand Marsat en 1907, puis maire à son tour de 1908 à 1919. Valmy Pierre Lavie. Il est né le 20 octobre 1878 au Tech, Gironde. À partir de 1902, il fut enregistré comme commerçant au Sénégal. On sait aussi qu'il fut conseiller municipal, adjoint au maire et conseiller général de 1912 à 1919. Et Gilles Mathieu Sergent. Il est né le 1er novembre 1868 à Toulouse. Entré naturellement en politique, il devint conseiller municipal et adjoint au maire de Masson de 1908 à 1912. Élu au conseil général et au conseil colonial en 1919, il finit par en devenir le doyen d'âge. Alors que les législatives de 1919 furent remportées par son mentor Blaise Diagne, il devint à son tour maire de Dakar de 1920 à 1924. Blaise Diagne. Blaise Diagne est né le 13 janvier 1872 à Gorée. Contrairement à ce qui est souvent avancé, c'est bien sous ce nom qu'il fut déclaré à l'état civil. Jeune garçon, il fut parrainé par Adolphe Crespin, un métis saint-louisien qui prit en charge ses études à Gorée, à Aix-en-Provence, puis à Saint-Louis. En 1920, il fut élu à la mairie de Dakar, mais il ne siégea pas à Dakar car il était en même temps député en France. Il confia donc son fauteuil à son ami Jules Sergent. En 1924, il fut pourtant réélu à la mairie de Dakar. Il mourut le 11 mai 1934. Armand-Pierre Engrand. Armand-Pierre Engrand est né le 8 octobre 1892 à Gorée, fils du notable goréen métis Léopold Engrand et de Mathilde Faye. Il fit ses études en France. Au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut envoyé au front et blessé à la bataille de Verdun. De retour au pays, il devint maire de Gorée de 1928 à 1932. Ami de Blaise Diagne, goréen lui aussi, il fut d'abord son adjoint à la mairie de Dakar avant de lui succéder en tant que maire en 1934. Joseph Alfred Goux. Joseph Alfred Goux, dont le nom fut transformé plus tard en Goux, est né le 15 octobre 1876 à La Réole, Gironde. Militant actif du parti dioufiste, il devient le lieutenant de Ngalandou Diouf et créa avec lui le journal Le Sénégal. Élu en 1935, il fut le dernier Français à occuper le fauteuil de maire de Dakar. Amadou Lamine Gueye, dit aussi Lamine Kouré Gueye, du prénom de sa mère, ou plus simplement Lamine Gueye, est né le 20 septembre 1891 à Médine au Soudan, actuel Mali. Il fut formé dans des établissements français à Saint-Louis et devint instituteur. En 1912, il fonda avec plusieurs camarades le premier groupe de revendication politique d'Afrique noire dénommé la Jeunesse sénégalaise. En 1918, il obtint son baccalauréat à Paris et 2 ans plus tard, sa licence en droit.
En 1920, il soutint avec la mention très bien une thèse à la faculté de droit de Paris sur le thème de la situation politique des Sénégalais originaires des 4 communes de plein exercice. Élu maire de Saint-Louis en 1925, il en démissionna 2 ans plus tard. En 1928, il se présenta aux élections législatives, mais fut battu par Blaise Diagne. En 1932, il fonda le Parti socialiste sénégalais, qui tint son premier congrès au Cinéma Rex à Dakar. En 1934, il se présente à nouveau aux élections législatives, mais il fut cette fois-ci battu par Galandou Diouf. Finalement élu maire de Dakar en 1935, il le resta jusqu'en 1959. Les maires de Dakar, après l'indépendance, jusqu'en décembre 2021. Joseph Gomis. Joseph Gomis est né le 15 février 1907 à Gorée. Après des études à l'école normale William Ponty de Gorée, dont il sortit en 1927, il partit en France où il fut diplômé en 1958 de l'École nationale de la France d'outre-mer. Il devint ensuite député de l'Assemblée fédérale du Mali de 1959 à 1961, puis député du Sénégal jusqu'en 1968. À la suite des élections municipales de 1961, il devint le premier maire de Dakar de la nouvelle République indépendante et occupa le poste jusqu'en 1964. Dr Samba Gueye. Le Dr Samba Gueye fut maire de Dakar de 1964 à 1978. Il fut l'un des plus fidèles soutiens du président Senghor lors des événements de 1968. Secrétaire général de l'Union régionale du Cap-Vert, il fut le véritable promoteur des brigades du Cap-Vert auxquelles adhérèrent volontairement une bonne part des employés municipaux qui manifestèrent à cette occasion leur foi dans le senghorisme. Il décéda le 13 octobre 1984. Lamine Diack. Lamine Diack est né le 7 juin 1933 à Dakar. Il fit des études secondaires au lycée Van Novel, rebaptisé plus tard Lamine Gueye, de Dakar, puis des études supérieures à la faculté de droit et de sciences économiques de Dakar et enfin à l'École nationale des impôts de Paris. Sa vie professionnelle fut riche et diversifiée, marquée par un militantisme au Parti socialiste, inspecteur des impôts et domaines. De 1961 à 1969, commissaire général du sport de 1969 à 1970, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de 1970 à 1973, secrétaire d'État à la promotion humaine de 1973 à 1974, conservateur de la propriété foncière du Sénégal et maire de Dakar en 1978. Amadou Clédor Sall. Amadou Clédor Sall est né le 21 octobre 1915 à Rufisque. Il fréquenta l'école William Ponty de Rufisque, devint instituteur, inspecteur de l'enseignement et administrateur civil. Son parcours politique fut marqué par sa fidélité au président Senghor, laquelle fut récompensée par de nombreux postes ministériels, intérieur, justice, forces armées. À la suite de ses responsabilités, il fut gouverneur de la région de Dakar, lequel avait à ce moment la tutelle de la municipalité et en dénonçait la gestion clientéliste. Il devint formellement maire de Dakar en étant élu en 1980 et le demeura jusqu'en 1984. Et Mamadou Diop. Mamadou Diop est né le 9 mai 1936 à Dakar. Il obtint son brevet d'officier à l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maxime-l'École. Il obtint ensuite un diplôme d'état-major en 1964, puis un premier doctorat en droit et un autre en philosophie. Il fut colonel de gendarmerie jusqu'en 1971, magistrat, secrétaire général de la présidence de la République, ministre et maire de la ville de Dakar de 1984 à 2002. Il est décédé le 26 mars 2018. Pape Diop. Pape Diop, qui serait né en 1954 à Kaolack, a toujours revendiqué ses origines lébou. Il s'engagea en politique aux côtés de Abdoulaye Wade, lequel devint président de la République en 2000. Avant cela, il fut élu à l'Assemblée nationale en 1993 et réélu en 2001. Élu ensuite maire de Dakar en 2002.
Il s'employa à gérer la mairie comme une entreprise, améliorant notamment le recouvrement de l'impôt. Khalifa Sall. Khalifa Ababakar Sall est né le 1er janvier 1956 à Louga. Membre du Parti socialiste, il occupa plusieurs fonctions politiques. Député à l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre sous Abdou Diouf, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec les assemblées. Simultanément, de 1984 à 2001, il fut adjoint au maire de Dakar avant d'être élu à son tour maire de la capitale à partir de 2009. Soham El Wardini. Soham El Wardini est né dans une famille nombreuse. En 1953 à Latmingué, dans la région de Kaolack. Son père, d'origine libanaise, était un commerçant dans l'arachide et sa mère sénégalaise. Après le décès de son père, la famille déménagea à Kaolack où elle poursuivit des études supérieures pour devenir professeur d'anglais. Elle devint Miss Sénégal en 1970 et s'engagea en politique en 1999, devenant membre de l'Alliance des Forces du Progrès AFP, formation politique nouvellement créée par Moustapha Niasse, ancien Premier ministre socialiste et puis président de l'Assemblée nationale. Elle se détacha cependant du mouvement en 2012 pour suivre la dissidence incarnée, notamment par le maire Khalifa Sall. Elle rejoint finalement ce dernier à la mairie en tant qu'adjointe à la culture, puis en 2014 devint la première adjointe au maire. Lorsque Khalifa Sall fut incarcéré en mars 2017, puis révoqué le 31 août 2018 de ses fonctions de maire, elle assura d'abord son intérim avant de lui succéder comme maire de Dakar à partir du 29 septembre 2018. L'histoire du bâtiment. En 1989, 2 ans après l'érection de Dakar en commune de plein exercice, la mairie était encore hébergée dans un local mis à sa disposition par la délégation de l'intérieur dans des cases du rez-de-chaussée situées sur la place Protet. Ce local était manifestement inadapté et trop exigu. Il fallut attendre 1909 et le déménagement de la gendarmerie dans son bâtiment flambant neuf, rue Sandiniéry, pour que la décision soit prise de construire un nouvel hôtel de ville à l'emplacement de l'ancienne mission catholique. Le terrain, qui appartenait à présent au domaine privé de la colonie, fut donc sollicité en procédure d'urgence et finalement cédé à la municipalité après toutefois de longues discussions sur la pertinence de la gratuité de la cession à une commune dont il était relevé que le budget annuel atteignait tout de même 500 000 francs. Le terrain finalement octroyé avait une forme rectangulaire qui s'étendait sur 4 640 mètres carrés. Il bordait l'interminable boulevard Pinel-Laprade, auquel la ville avait voulu rendre hommage et les allées Canards du nom d'un autre ancien gouverneur qui conduisait du port à la place Protet. L'entrée principale fut maintenue au même emplacement et se trouvait à l'intersection de ces 2 voies. La construction de l'hôtel de ville débuta en 1911 et les travaux furent inaugurés le 18 mai 1914, soit quasiment 54 ans jour pour jour après la fondation de la ville, mais surtout 2 mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le 28 juillet. Les travaux de restauration. Il fallut aux conseillers du maire mener depuis 2012 une bataille de longue haleine pour convaincre les autorités et les techniciens de la nécessité d'entreprendre la restauration du bâtiment. Si, compte tenu de la vétusté des locaux qui n'avaient pas été restaurés depuis 1965, une intervention urgente ne faisait aucun doute. Nombreux sont ceux qui, probablement, auraient souhaité une franche démolition suivie de la reconstruction d'un immeuble moderne, parfaitement adapté aux besoins actuels. À la limite, une rénovation qui n'aurait conservé que la structure de l'édifice, en effaçant à jamais son décorium, désuet, aurait été acceptable. Le fait que la ville de Dakar possédât en cet édifice un patrimoine unique méritant d'être préservé était un critère très vaguement pris en considération.
Le montage du projet put avoir lieu. Les fonds nécessaires furent inscrits au budget municipal. Les études techniques confiées au cabinet études, consultance entreprise de l'architecte Mamadou Berté et le marché de travaux lancé en 2019, remporté par l'entreprise Eiffage Sénégal. Le déménagement des locaux par l'administration municipale eut lieu en début d'année 2020. Celle-ci se transporta pour quelques mois dans l'élégant building communal situé en bordure de la Médina. Les travaux débutèrent le 2 mars 2020 sous la supervision du Bureau d'architecture des monuments historiques et des architectes conseils de la ville, alors que se déclarait la pandémie mondiale de la Covid-19. Naturellement, cette dernière eut un impact certain sur la conduite des travaux. La toiture. Avant les travaux, la structure générale de l'édifice en pierre de Rufisque semblait à peu près saine, mais en l'absence de plan d'origine, la principale inquiétude des techniciens portait sur l'état de la toiture et notamment de la charpente, dont un remplacement éventuel était susceptible d'alourdir très fortement le coût global de l'opération. Les façades. L'une des volontés fortes du maître d'œuvre était de restituer à l'ouvrage son état d'origine. Il convenait pour cela de le délester des différents ajouts qu'il avait dénaturés au fil du temps, tels qu'un imposant bloc, toilette au rez-de-chaussée. On démolit donc sur la façade arrière cette verrue disgracieuse, ce qui permit de donner accès à une vaste et belle terrasse s'ouvrant sur les jardins en contrebas. Le rez-de-chaussée. À l'intérieur aussi, le maître d'œuvre voulut restituer à l'édifice son état d'origine. Au rez-de-chaussée, en particulier, il fut nécessaire de supprimer entièrement l'habillage d'un goût douteux des murs et des plafonds dans le cabinet du maire. Pour le reste, les menuiseries en bois de pitch-pin, carrelage, électricité, plomberie, enduit et peinture furent entièrement repris et l'édifice mis en conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Le premier étage. Le premier étage étant principalement consacré à la représentation et à l'apparat, la priorité fut de redonner à l'escalier central monumental et à la grande salle du conseil leur lustre d'autrefois. L'immense espace de la grande salle fut dégagé de tout élément ou accessoire récent superflu afin de faire à nouveau entrer la lumière par les grandes baies vitrées, les belles colonnes d'inspiration ionique et les magnifiques stucs polychromes des plafonds endommagés par des infiltrations d'eau provenant des sanitaires de l'étage supérieur furent également restaurés. Le deuxième étage. Le deuxième étage, ayant une vocation davantage fonctionnelle et administrative, il ne présentait pas les mêmes contraintes d'apparat. D'ailleurs, aucune décoration spécifique n'y est visible. La principale intervention à ce niveau consista à reprendre les éléments de charpente endommagés, rendre apparentes certaines poutrelles métalliques traversantes, puis à isoler le tout pour améliorer le confort des agents qui y seront installés. Le 12 mars 2021, Madame Soham El Wardini, maire de Dakar, accompagnée de ses collaborateurs, effectue une dernière visite sous la conduite de messieurs Sénac et Berté avant de prendre possession des lieux.